Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La santé demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler d'endobiogénie, médecine métabolique. Pour cette visite guidée, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour aux auditeurs, bonjour Gilles. Vous êtes médecin généraliste, expert en phytothérapie clinique et en endobiogénie. Vous êtes président de l'Institut d'endobiogénie, médecine préventive et intégrative. Vous êtes également directeur du pôle médecine intégrative de la clinique Reference Clinic à Genève. Première question, tout le monde se pose la question de savoir qu'est l'endobiogénie, un mot bien obscur. Oui, tout est dans le mot. Endo pour l'intérieur, bio pour la vie et le génie pour l'organisation. Le génie de l'organisation de la vie. Comme le génie civil. Ah, pour exactement. Et l'endobiogénie, c'est une approche qui essaye de comprendre les mécanismes d'autoréparation, d'autorégulation de l'organisme. Rien que ça. Et rien que ça. C'est énorme, hein. C'est la vie en fait. Parce que le vivant, c'est quoi ? C'est un état d'équilibre en permanence. Et dès qu'il y a un coup de vent, on peut tomber de son fil, comme le funambule. Pour ça, pour y répondre, on a besoin d'outils qui sont regroupés dans ce qu'on appelle l'adaptation. Et si on n'est pas adaptable, on meurt. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors il y a des positions intermédiaires qui est l'adaptabilité, qui nous permet de récupérer notre équilibre, mais pas forcément revenir sur notre place optimum. Et c'est d'adaptabilité en adaptabilité qu'on part vers des voies de dysfonctionnalité qui ne représentent que la meilleure équilibre qu'on a trouvé pour vivre jusqu'à l'instant présent, de cet instant où je suis devant ce micro à vous parler, même si je dois m'effondrer dans 5 minutes. Donc mon travail à moi, enfin le travail des médecins qu'on forme à l'endobiogénie, c'est de décrypter dans quel état d'équilibre se trouvent nos patients. Il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a qu'un équilibre dysfonctionnel. Et de ramener cet équilibre vers une plus grande solidité pour qu'il puisse, notre patient, avancer tranquillement sur le chemin de la vie. Oui, de la construction de cette émission, parce que beaucoup de personnes souhaitent savoir comment les pathologies commencent. Parce que c'est une chose d'aller chez le médecin et d'avoir un diagnostic et un traitement. C'est autre chose de savoir pourquoi c'est possible, comment une maladie s'est installée. Donc le but de la santé demain, c'est d'avoir des spécialistes, des experts comme vous et d'autres, bien entendu, qui viennent expliquer qu'il y a des gros mécanismes. Les pathologies n'apparaissent pas comme ça. Et évidemment, une partie de cette émission est aussi consacrée aux solutions. Mais pour bien comprendre le monde des solutions, il faut quand même comprendre le monde des mécanismes qui emmènent les pathologies. Exactement. Donc, vous nous avez parlé d'adaptation. Ça veut dire que globalement, je commence à tomber malade, mon système immunitaire se met en route, il recrée une nouvelle adaptation qui me remet en santé. Alors c'est même plus compliqué que ça. D'abord, pourquoi je sors de mon état de santé, pourquoi je rentre dans mon état de maladie. On peut parler très longtemps là-dessus. Hein, allons-y. Et d'ailleurs, ça remet en cause notre société, parce qu'on a l'assurance maladie, mais on devrait avoir une assurance santé, à mon avis. Ça serait bien plus judicieux. Mais il y a beaucoup de facteurs coercitifs dans notre société qui font qu'on tombe malade. Hein. Voilà. On pourrait les citer pendant 3 ou 4 heures. Hein. Donc la maladie, elle apparaît lorsque l'état d'apparente bonne santé manifeste des désagréments. C'est toujours multifactoriel et je peux être plus ou moins sensible par rapport à un agresseur. Beaucoup de personnes peuvent faire un mauvais repas et s'en sortir très très bien, et il y aura une personne qui fera le même mauvais repas et qui va terminer à l'hôpital ce jour-là, parce que ça aurait été la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase. Le problème, c'est pas de traiter la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le problème c'est d'éviter de remplir le vase. Donc c'est ça, on parle d'adaptation dans le sens où il y a un facteur pathogène que vous exprimez, qui est un mauvais repas, qui va créer en fait une force de contre dont la personne devra en fait finaliser une sorte d'adaptation pour retrouver la santé. Tout à fait. J'essaie de décrypter. C'est le gros problème qu'il y a eu entre Pasteur et Claude Bernard. C'est le duel du siècle. Oui, Pasteur étant l'élève de Claude Bernard, faut pas l'oublier, et Pasteur n'étant pas médecin, étant physicien cristallographe. Claude Bernard est médecin physiologiste.
Il a compris ces notions d'équilibre. Et pour lui, le terrain est tout et le germe n'est rien. Alors que Pasteur s'est intéressé que sur la goutte d'eau qui fait déborder le vase, à savoir le germe qui nous fait basculer dans une maladie. Mais quand on voit les épidémies, toutes les personnes ne tombent pas malades du germe qui circule et qui fait malgré tout une grosse difficulté au sein de la population. Messieurs, est-ce qu'on peut dire que la construction de chaque individu, en fait, a une réponse plus ou moins forte et que certains ont certaines fragilités, je dirais, qui fait que le germe a raison de leur santé? Tout à fait. Et c'est parce qu'on est dans un mauvais état d'équilibre que le germe va nous faire basculer, voire nous emmener vers la mort. Donc l'endobiogénie, elle propose de rétablir ce terrain fondamental et constitutif de chaque individu. Alors d'abord, surtout d'essayer de le comprendre, parce que c'est extrêmement complexe. C'est sûr d'abord. Faut pas être... essayer de le comprendre et essayer d'apporter de façon la plus simple possible des outils à l'organisme pour que lui-même se mette dans un état d'équilibre réparateur. Comment vous faites pour le comprendre ? Eh bien, déjà, on fait médecine. Déjà. Et puis, une fois qu'on a fini notre médecine, on poursuit la médecine sur cette approche-là. C'est-à-dire qu'on va changer la lorgnette de sens et on va casser nos paradigmes. Et sur la base de tout ce qu'on a appris, on va réanalyser la compréhension du vivant en fonction de la physiologie et de la finalité de ce que met en place l'organisme. Oui, mais je crois lire à travers vos propos que lorsque vous dites on fait médecine, ça veut dire que la médecine n'emmène pas tout. Je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour comprendre toute la médecine. Le vivant est extrêmement complexe. On a eu besoin d'être analytique pour comprendre des phénomènes. Mais pour citer Bernard Giraudot, on a fait un homme éclaté, un homme explosé, en mettant des spécialités, des hyper-spécialités dans les spécialités. Mais on a oublié, ou du moins on est dans une étape aujourd'hui où on a la capacité de pouvoir réintégrer tout ce savoir dans une unité et dans l'intégration de la compréhension du vivant. Donc ça nous ramène sur la médecine intégrative, ou dite intégrative. Et intégrée et centrée sur le patient. Qu'est-ce que c'est pour vous la médecine intégrative ? Puisqu'il y a beaucoup de définitions. Et oui, il y a beaucoup de définitions. D'abord, c'est être centré sur la fonctionnalité du patient en tant qu'une unité fonctionnelle, et non pas sur la statistique, et mettre en place, en fonction de chaque individu, un projet thérapeutique qui prend en compte ses fonctionnalités, ses dysfonctionnalités, ses capacités de réparation, et qui prend en compte ce que son environnement peut lui apporter dans sa prise en charge. Ouais, en fait, c'est une définition très particulière, parce que souvent, on lit par médecine intégrative plutôt faire un circuit médical. On va chez le médecin, le phytothérapeute, l'ostéopathe, le psychologue. On fait un circuit et on pense qu'on est dans le cadre de la médecine intégrative. En fait, vous êtes en train de nous parler d'autre chose. Oui, en fait, on est encore dans les courants entre Pasteur et Claude Bernard. Ce que vous venez de décrire, c'est une vision intégrative à l'anglo-saxonne. Qui se contredit par ailleurs, si je peux me permettre. Parfois, l'ostéopathe va à l'encontre du phytothérapeute, n'a pas le même avis. Les procédures se chevauchent et finalement, malgré que les patients vont de thérapeute en thérapeute soi-disant pour être vus sous plein d'angles différents qui seraient appropriés par lui, au final, c'est contre-productif. Dans tous les grands orchestres, si vous n'avez pas un chef d'orchestre, il y a de la disharmonie qui s'affiche et ça devient contre-productif. Et pour nous, le chef d'orchestre, c'est le médecin généraliste qui est au centre de la compréhension du patient et qui va aller distribuer par contre la direction vers tel type de thérapie en fonction des besoins du patient avec un projet et l'objectif à atteindre dans ce projet. Voir si on est capable de l'obtenir ou pas, s'il y a des blocages, essayer de comprendre ces blocages qui viennent du patient, qui viennent du soin qui est proposé, qui est peut-être pas le meilleur pour ce patient-là, et d'avancer ainsi de suite. Encore faut-il avoir la vision médicale que le patient est multiple. Le patient est multiple et unique en même temps. Mais il est la conjonction d'un esprit, d'un corps, qui est une seule unité, qu'on ne peut pas dissocier, et il est la conjonction d'un équilibre entre son système neurovégétatif et tout son système endocrinien. Vous venez de citer deux axes. Donc je pense que ce sont les deux axes importants d'analyse, j'imagine, le système nerveux et le système endocrinien. On peut commencer par le système nerveux. Le système nerveux qui apparaît à la 6e semaine de vie. Donc on va commencer par lui, mais c'est pas lui le premier, mais c'est lui le premier perceptible et réactif. Le système nerveux est à la base de toute notre réactivité dans le quotidien. En ce moment, la grande mode, c'est de nous parler du cortisol, le cortisol du matin, tout ça. Mais le cortisol n'est que la finalité.
Voilà, le Hormone du cortisol stress. n'est que l'expression finale d'une information transmise avant tout par le système neurovégétatif. Évidemment. Donc vous voulez dire que on peut s'occuper du cortisol autant qu'on veut, si on ne s'occupe pas du système nerveux en amont. Si vous n'allez pas voir celui qui donne l'ordre de déclencher le cortisol, vous ne ferez pas grand-chose en fait. Donc le système nerveux végétatif, c'est-à-dire celui qui gère notre corps même quand on est dans le coma, qui nous permet de digérer, de respirer, qui nous permet d'avoir le sang qui circule. Et là tout de suite par exemple on est piloté par ce système nerveux. À fond, là je suis en stress parce que je suis devant un micro, je suis pas dans une situation normale. Ça se passe bien. et puis je vous parle, et puis il faut que surtout je dise pas de bêtises. Ça va. Donc là je suis un peu branché sur mon alpha sympathique. J'ai la capacité de vous parler, donc j'ai mon bêta qui s'exprime bien quand même. Je suis pas bloqué, je suis pas bègue. Donc ce système nerveux, lui, il a plusieurs phases, si je comprends bien. Voilà. Il y a 2 grands groupes. Il y a un premier groupe qui est le système parasympathique, qui gère le tonus de base de notre organisme, celui que l'on voit chez tous ces militaires qui sont en garde à vous et qui restent 2 heures sous le plein soleil sans bouger. Si on n'a pas de parasympathique suffisant, on tombe et on les voit tomber. Parfois, ça fait des petites images des bêtisiers. Voilà, mais ça c'est le parasympathique, c'est le tonus de base. Et c'est comme la flamme sous une cocotte minute. C'est l'intensité de la flamme va montrer un peu le tonus de base de cet individu. Et puis il y a l'autre versant qui est le système. Et l'autre versant, je vous propose de le revoir dans quelques instants, cher docteur Charrier. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Nous parlons d'endobiogénie avec le docteur Jean-Christophe Charrier. Nous étions en train d'évoquer le système nerveux, les différentes phases, et je vous ai coupé en plein développement après la première phase parasympathique qu'on peut récapituler, s'il vous plaît. On a mis en place le tonus, on va dire. Voilà, l'intensité de la flamme qu'il y a sur votre gazinière. Et maintenant, on va faire monter la pression dans la cocotte. Ah bien, donc c'est l'autre versant, ça. Et là, c'est l'autre versant qu'on appelle le système orthosympathique. Ça monte en pression. Voilà, et qu'on appelle gentiment le sympathique. Qui n'est pas toujours très sympathique. Pas toujours, parce que ça joue des sacrés tours. Et donc, on a une première partie qui est le système alpha sympathique. L'alpha sympathique, c'est la montée en pression dans la cocotte minute, tout simplement. Et il faut une certaine pression pour qu'à un moment donné, la soupape se mette à tourner. Et ce qui va permettre de faire tourner la soupape, c'est le système bêta-sympathique. Vous connaissez tous les bêta-bloquants qui sont donnés en cardio. Si vous en avez pas, vous avez un grand-père ou une grand-mère qui est sous bêta-bloquant. On est dans ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on vient agir sur ce bêta-sympathique qui a été trop fort et qui a fait monter la tension chez ces personnes. Vous aviez une belle image aussi en endobiogénie qui consistait à montrer ce système nerveux à travers la vie du chat. La vie du chat, alors lui c'est un neurovégétatif pur, à fond. Il dort 14 heures par jour, un chat, donc il est dans la récupération, la digestion, c'est tout le travail du parasympathique, parce que pour avoir du tonus, il faut digérer, donc c'est tout le système de ce qui fait rentrer le monde à l'intérieur de nous, que ce soit l'oxygène, que ce soit les aliments, c'est le parasympathique qui va le réguler, et le chat, il est beaucoup là-dedans. Et d'un seul coup, il y a un petit oiseau. C'est ça, oui. Voilà. Donc, un petit oiseau, un petit bruit de souris, et d'un seul coup, on voit notre chat qui est en train d'ouvrir un œil et qui se met en tension. Ouais. C'est la montée de l'alpha, et on va le voir qui va commencer à s'étirer, à sortir de son petit coin de repos et avancer et se mettre en état de chasse. Et là, on voit ce chat qui avance tout doucement et qui maîtrise son alpha pour et pas... toujours en tension. Voilà, toujours en grande tension. Il a les pupilles qui sont dilatées au maximum pour voir au maximum le monde qui est autour de lui et se projeter sur la proie qu'il veut attraper. Et puis d'un seul coup, il va se figer et on le voit qui est en train de trémuler. Ouais, un peu plus tout tendu. Et d'un seul coup, paf, il a sauté sur la souris. C'est le bêta sympathique. Voilà. Et soit il a raté la souris, il retourne se coucher parce qu'il a dépensé beaucoup d'énergie. C'est ça. Soit il a chopé la souris, là il déclenche à fond tout son système de prédation. Alors en fait, voilà. L'illustration du chat est extrêmement intéressante puisqu'il y a la phase de repos, la phase de mise en tension quand il voit la souris, je récapitule, la phase de prédation de la souris, donc il exécute en fait son désir, et c'est tout le problème de l'humain. Voilà. Parce que l'humain, en fait, subit ces mêmes 3 phases et il peut y avoir des problèmes dans chacune de ces phases. Et complètement. Et puis on a une vie qui est très stressante, on va dire, en tant qu'occidentaux. On se met des pressions énormes, on est tout le temps tenu par l'horaire, même ici par exemple. et donc on se met toujours dans un alpha un peu excessif. Et c'est peut-être pour ça qu'on a un cortisol qui fonctionne un peu trop.
Ouais, c'est ça. Jusqu'au moment où on va aller épuiser notre cortisol. Donc on aura toujours le même stress et on sera dans l'épuisement du cortisol et on va avoir une bascule après sur l'axe gonadotrope ou sur l'axe thyréotrope. Thyroïde. Voilà. Donc vous proposez en fait une analyse personnelle évidemment de ces 3 composantes nerveuses pour avoir un diagnostic, j'imagine. Tout à fait. Déjà, c'est très facile d'interagir là-dessus. On a beaucoup d'outils simples que nous donne la nature qui nous permet de réguler ces 3 systèmes. Et comme on est en amont, comme on est sur une partie de ce qui va gérer la dynamique de l'orchestre endocrinien, en temporisant déjà le système nerveux, on fait déjà de l'endocrinien sans avoir touché aux hormones. Oui, c'est ça, parce que on répète, si le système nerveux n'est pas calé, alors là, rien ne tient derrière. On peut faire ce qu'on veut. Ni le microbiote dont on parle souvent, ni tout un tas de choses. Ce sont des finalités, c'est ça. C'est pas les causes. Voilà. Donc on a parlé de la première filière, la réaction. Donc la plus rapide, c'est le système nerveux qu'on vient de décrire. Et la deuxième, c'est les 4 axes endocriniens. Tout à fait. Donc qui gère la glande surrénale, la glande génitale, que ce soit les ovaires pour les femmes, testicules pour les hommes, qui gère aussi la glande thyroïde, et puis les glandes foie, pancréas, pour parler le plus simplement possible. Bien sûr. Voilà. Donc il y a une analyse également de ces axes endocriniens qui vous permet d'établir le terrain, si je puis dire, de la personne très précisément. On est tous très 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 différents. On est tous différents, même dans la même famille, et parfois même chez des vrais jumeaux, on peut voir des différences apparaître en fonction de l'épigénétique, donc de ce que la vie a influencé sur notre génétique. Mais ça peut aller loin parce que même si on est très différents, imaginons qu'on puisse avoir des taux corrects, c'est ce qu'on entend souvent, hein. Mes analyses sont bonnes, mais je suis toujours mal. Il y a quand même une manière de les interpréter parce que les perturbations endocrinologiques sont une chose, mais les récepteurs en sont une autre. Voilà. Et parfois, les lectures sont compliquées. On oublie beaucoup les récepteurs cellulaires. En fait, ce que l'on mesure dans le sang, c'est ce qui circule. Ce qui circule, c'est pas forcément le témoin de ce qui a été utilisé. Vous pouvez avoir un taux qui est élevé parce que vous en consommez pas. Vous avez un taux qui est élevé parce que vous en produisez trop. Donc le même chiffre peut donner tout et son inverse. Donc il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse des choses, effectivement. Ça, il y a des milliers de possibilités. Alors, on entend d'une manière générale et sociale souvent parler des perturbations endocriniennes sur 2-3 axes pathologiques. Souvent, on cite le burn-out. Les gens parlent beaucoup de burn-out ou de problèmes thyroïdiens. Et il y en a des centaines d'autres. Alors là, Gilles, vous venez de citer les 2 axes qui gèrent l'adaptation. Au hasard. Voilà. Donc l'axe corticotrope, celui qui gère la surrénale, et l'axe thyréotrope, celui qui gère la thyroïde. L'axe corticotrope, il gère la survie dans l'instant, à chaque instant, surtout par le biais de l'adrénaline, qui est l'expression du bêta sympathique là aussi. Et puis l'axe thyréotrope, il va gérer plutôt l'adaptation dans le temps, sachant que une hormone de cet axe, c'est la T3, c'est une hormone d'une demi-vie pour la journée. Ouais. Une autre hormone est la T4, c'est une demi-vie pour la semaine. Ouais. Et toute la substance. Mais c'est pas le même plan. Hein. Non. Et donc ça se dose différemment, j'imagine. Voilà. Et toutes ces hormones sont produites grâce à un stock d'une substance colloïde qui lui est un stock de 2 mois et demi. Donc on voit que la thyroïde, l'axe thyréotrope, est là vraiment dans l'adaptation à la saisonnalité. Donc il y a 2 grosses pathologies qui émergent et qui ne sont pas au hasard, puisque ce sont 2 axes essentiels de l'adaptation. Il y a plein d'autres troubles qui sont liés à ces 2 axes et qu'on ne perçoit pas au premier degré. Tout à fait. Et puis la capacité de l'axe à répondre à la sollicitation. Ouais. Parce que lorsque vous êtes sursollicité tout au long d'une vie, au bout d'un moment, vous pouvez vous épuiser. Et du coup, il y a des déviances qui vont s'installer vers d'autres axes, parce que tous les axes sont interreliés entre eux. Et lorsque un axe ne répond plus, comme l'axe corticotrope qui peut être épuisé, cortisol, qui est quand même un axe qui a permis la maturation de l'axe gonadotrope au moment de la puberté, oui. Et bien quand cet axe-là est épuisé et qu'on va par exemple vers un burn-out qui est vraiment la perte de l'énergie dans les batteries, hein, c'est significatif. Voilà, c'est pas une dépression le burn-out, c'est quand on a des surrénales qui ne fonctionnent plus parce qu'on était dans un stress chronique majeur qui a duré trop longtemps. Et donc le vrai burn-out, c'est la personne qui va à son boulot en voiture, qui se gare sur le parking et qui reste accroché à son volant toute la journée,
il n'est pas à son poste de travail, on pense qu'il est malade ce jour-là. Et qui va le découvrir? C'est le gardien le soir qui va le découvrir sur son parking. Il y a beaucoup de choses à dire sur le burn-out. On pourrait développer une émission entière parce qu'il y a beaucoup d'a priori, juste fatigue, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Il y a des faut notions de 3-4 futurisation ans, aussi. C'est pour récupérer ça. Et donc vous avez après une réponse qui se fait par l'axe génital qui reçoit l'information destinée à l'axe corticotrope, mais qui se dévie vers l'axe génital et qui entraîne plein de pathologies, puisque c'est un axe de la construction et pas toujours des bonnes. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si j'ai bien compris, pour résumer, il y a l'analyse très précise et au cas par cas, ce qui peut être très complexe, du système nerveux. Ensuite, il y a l'analyse très précise du système endocrinien. Tout à fait. Donc vous avez des repères qui sont assez hors normes, je dirais, ou très personnels à l'endobiogénie. Et vous utilisez pour traiter les plantes. Et pourquoi les plantes ? Alors, on utilise surtout des outils qui vont accompagner l'organisme dans son fonctionnement pour optimiser ce fonctionnement. Or, la plante fait partie de l'humanité depuis son existence puisque c'est notre aliment principal. Avant d'avoir été chasseurs, nous avons été cueilleurs. Donc, notre organisme sait absorber les principes nutritifs et actifs des plantes médicinales. Et c'est en sélectionnant les plantes qu'on peut apporter une information non pas substitutive, mais purement informative à notre organisme pour qu'il mette en place lui-même ses mécanismes d'autoréparation. Et oui, parce que aujourd'hui, chasseur-cueilleur, ça ne veut plus rien dire, parce qu'on est, je dirais, supermarchéeur maintenant. Voilà. On va chasser et cueillir dans les supermarchés. Un gros industrieur. Et les plantes sont la base fondamentale de vos traitements. C'est pas de la phytothérapie classique? Non, du tout. C'est de la phytothérapie clinique intégrative. Qui est basée sur l'analyse endocrino et neuro. Tout à fait. Donc c'est pas symptomatique comme la phytothérapie classique en fait. Non, c'est ça, hein. on a fait un énorme travail d'intégration de la tradition dans la science. Ouais. Un travail dans lequel je participe par exemple avec mes confrères du Mexique où nous sommes en train d'intégrer des plantes traditionnelles de la pharmacopée mexicaine dans un usage moderne de la plante médicinale, car on va intégrer dans ces connaissances du passé qui ont plus de 7000 ans, hein, donc on a quand même des meilleurs outils thérapeutiques qui soient, parce qu'on connaît tous ces effets toxiques et les doses à ne pas dépasser. Eh bien, on va intégrer le savoir de la physiologie d'aujourd'hui, comprendre comment les plantes vont interagir au niveau neurovégétatif, au niveau endocrinien, au niveau symptomatique, au niveau de drainage avec l'organisme, et en faisant le choix de la meilleure synergie possible adaptée aux patients, c'est-à-dire qu'on fait du sur-mesure. On va apporter au quotidien aux patients, par ces prises, une information répétée qui va le pousser à venir s'installer dans le meilleur équilibre qui soit pour lui. Donc vous enseignez au sein de l'Institut d'endobiogénie, médecine préventive et intégrative, IEMPI.fr. Vous enseignez aux médecins, pharmaciens principalement. Tout à fait. Et puis parfois aux naturopathes, il y a des modules et puis aux professionnels de santé qui sont les kinés, les infirmières, les ostéopathes. Et si j'ai bien compris, l'IEMPI s'exporte dans d'autres pays, en Afrique, au Mexique. Tout à fait. Et nous avons un partenariat avec le ministère de la Santé Bien-Estar au Mexique, avec moi j'ai eu la chance d'être en 2009 formateur des médecins de santé publique de la ville de Mexico, qui devait répondre à une loi fédérale qui oblige le système public et gratuit de la ville de Mexico à permettre l'accès à la plante médicinale à chaque patient le souhaitant. Nous sommes très loin en France. Et on fait tout l'inverse en France, on dérembourse et on rend très très cher l'accès à la plante. Au Mexique, c'est un choix politique. Et on a actuellement une présidente au Mexique qui a permis l'accès à la gratuité aux soins à 130 millions d'habitants. Personne n'en parle, on préfère nous parler des drones qu'il y a dans d'autres périodes du monde. C'est une vraie révolution et j'ai le bonheur, modestement, à mon niveau, de pouvoir participer à ce grand programme. Merci beaucoup, docteur Jean-Christophe Charrier, pour vos explications passionnantes sur la phytothérapie clinique, qui n'est pas la phytothérapie classique. Et on vous retrouve sur IEMPI.fr. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 15h30.